Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 16. C'est avec une effervescence incroyable que les questions se bousculaient dans la tête de Victor Malusier alors qu'il quittait le commissariat. Les miliciens qu'il avait observés au passage préparaient, il en était certain, une opération. Après le drame de la nuit précédente à Saint-Nopin, une telle certitude ne pouvait qu'inquiéter. Il ne remarqua pas tout de suite que, à une dizaine de mètres derrière lui, quelqu'un le suivait. Quand le jeune inspecteur eut tourné dans une rue un peu moins fréquentée, ce poursuivant se reporta à sa hauteur et lui posa une main sur l'épaule. « Malusier !» Monet. s'exclama Victor en se retournant. « Alors toi aussi ils t'ont viré ?»« Ah bon? Parce que toi... Eh oui, mon vieux, ils ont fait le grand ménage. » Victor hésita. Il s'assura que personne ne les observait, puis s'approcha de Monet pour pouvoir lui parler à voix basse. Dis-moi, qu'est-ce qu'il prépare là-bas? L'inspecteur Monet parut embarrassé par la question. Il chercha à l'éluder, mais sentant bien que son collègue savait quelque chose, Malusier insista. « C'est un peu de ma faute, » finit par avouer Monet. « J'ai parlé à un gendre de tes doutes sur le fait que Lucienne Crowe habitait seule, et je pense qu'il s'apprête à débarquer chez elle. » C'est pas vrai, tu n'as pas fait ça. Si, je suis désolé, mais j'étais persuadé que tu l'en avais parlé quand nous sommes rentrés et... De colère, Malusier chuta dans une poubelle qui avait eu la mauvaise idée de se trouver là. Merde, merde, merde! Mais si c'est Paul Cros qui est là-haut et que... Enfin, Coupa Malusier. ils y vont avec la milice, tu ne vas pas me dire que tu as confiance en eux. Malusier hésita un instant. Je dois la prévenir, tout de suite. Malusier n'eut pas le temps. À peine terminait-il sa phrase qu'un bruit de moteur attira l'attention des deux hommes. Regagnant l'artère voisine, ils virent passer devant eux un camion à bord duquel avaient pris place une dizaine d'hommes, ainsi que le commissaire Gendre. Le véhicule les frôla en tout ce temps comme s'il eût voulu se moquer et disparut en quelques secondes au bout de la rue. Il lui fallut moins d'un quart d'heure pour atteindre la ferme de Lucienne Crowe. Les hommes de la milice s'éparpillèrent alors dans toute la propriété, fouillant sans précaution les moindres recoins. On trouva rapidement la pauvre Lucienne et on la conduisit devant Gendre qui se trouvait dans la cuisine de la ferme. Bonjour, madame. Je suis le commissaire Gendre. Vous permettez? Sans attendre la réponse de son hôte à qui il venait de poser la question, par politesse, il s'assit sur une des rares chaises de la pièce, face à la vieille table de cuisine sur laquelle il s'appuya. J'enquête sur la mort d'une jeune femme, Mireille Vautier, et j'aurais besoin de voir votre fils à ce sujet. « Je l'ai dit à vos deux rapaces qui sont venus l'autre jour, » répondit la vieille femme, en tentant, sans y parvenir vraiment, de cacher son angoisse. « Je n'ai plus de nouvelles de mon fils depuis plusieurs années. » Voilà une situation bien contrariante, madame. Bien contrariante. Gendre demeura un instant silencieux, fixant le vide. Il s'appuya sur le dossier de la chaise. « Vous vivez seul, ici? » « Oui. » Les soirées doivent être longues. On prend ses habitudes. Il y eut quelques bruits venant de la cour. Le visage de Lucienne se crispa encore davantage et un milicien entra dans la pièce.
Il s'avança vers Gendre et lui murmura quelque chose à l'oreille. Eh bien, Madame Crow, Lança le commissaire en se levant. il semble que vous m'ayez menti. La vieille dame changea de couleur et tandis que Gendre quittait la pièce, l'homme qui l'avait conduite jusque-là, et qui était demeuré derrière elle durant tout cet échange, l'invita sans ménagement à suivre la marche. Tous trois arrivèrent dans la cour où les autres miliciens étaient rassemblés autour d'un jeune homme entre 20 et 30 ans. À genoux, les mains sur la tête, il semblait insensible à la présence, à quelques centimètres de son crâne, d'une arme d'un des sbires de Gendre. Ce dernier fit signe à son homme d'éloigner son engin et invita le prisonnier à se relever. Il découvrit un gaillard d'un bon mètre 85. Ses cheveux roux, dessinant un visage marqué de taches de rousseur et éclairé de 2 yeux verts légèrement en amande. Un nez écrasé complétait l'ensemble d'une touche presque comique. Il était dans la grange, planqué sous les ballots de foin où on avait aménagé une cache, expliqua un des hommes qui l'avait trouvé. Lucienne Crowe ne disait rien, mais elle ne parvenait aucunement à cacher son inquiétude. Gendre demeurait d'un calme sans nom. Les mains dans le dos, la bouche légèrement entrouverte, il plongeait son regard froid dans celui du prisonnier. Alors, jeune homme, à qui est honneur? Je n'ai rien à dire, Allons, Paul. insista le commissaire. Vous savez, je suis français, et de plus, j'ai été jeune. Je comprends que tu n'aies pas envie de partir au STO. Tout cela n'est pas bien grave et pourra s'arranger assez facilement. En plus, cela évitera beaucoup d'ennuis à ta mère. Il n'y avait pas eu de questions et il n'y avait pas eu de réponse. Le prisonnier regarda un instant Lucienne et ils eurent un échange silencieux. « C'est vrai, je suis Paul Crowe », finit-il par reconnaître. « Eh bien voilà !» s'exclama Gendre en tapant sur l'épaule de Crowe comme s'ils avaient toujours été amis. « Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. » Puis, effaçant tout sourire, « Je vous arrête pour le meurtre de Marie Vautier. Embarquez-moi cette ordure. » L'ironie du sort avait voulu que ce fût dans l'ex-bureau de Victor Mélisier, responsable indirect et involontaire de cette arrestation, que fut interrogé Paul Crowe. Le ménage avait été fait, et il ne restait rien de ce qui avait appartenu à l'inspecteur dans la petite pièce. Il n'y restait pas grand-chose en fait. Un bureau en bois, un meuble de rangement et 4 chaises. Sur l'une d'elles, on avait assis le prisonnier. Sur une autre, juste à côté, un milicien à la carrure impressionnante. Sur la troisième, derrière le bureau, un policier en uniforme chargé de recueillir sur une vieille machine à écrire les propos du suspect. Et enfin, sur la dernière, près du bureau également, un commissaire Gendre dégoulinant de sadisme, empli à ras-bord de cette arrogance nauséabonde que le pouvoir donne aux gens médiocres. « Allez, je t'écoute. Ton état civil. » demanda Gendre, les yeux perdus dans le vide. Le prisonnier ne répondit pas. Le milicien lui mit une tape derrière la tête et, comme s'il avait par là même appuyé sur le bouton de mise en marche, Crowe balança d'une voix monotone. « Paul Crowe, né le 28 avril 1915 et résident au lieu-dit Les Amandiers. » Le policier en uniforme fit crépiter la vieille machine à écrire. « Tu connaissais Mireille Vautier ?» Le prisonnier leva enfin la tête et fixa le commissaire comme s'il ne comprenait pas la question, ou comme s'il cherchait à se remémorer le visage de cette personne. « Cela ne me dit rien. » « Arrête ta comédie, tu veux. Tu la connais depuis des années, depuis l'enfance. »« C'est vrai. » Il eut de nouveau le bruit de la machine à écrire. Eh ben voilà, c'est beaucoup mieux. Gendre appuya un coude sur le bureau, étendit ses jambes et soupira un grand coup. Pourquoi l'as-tu contacté il y a quelques mois alors que vous ne vous étiez pas vu depuis des années? Par plaisir.
J'avais envie de la retrouver. Décidément, du compte, tu as vraiment un sens de l'humour très prononcé. Gendre changea de position et se pencha vers son interlocuteur. Mais t'as pas de chance car moi je ne la partage pas. Alors si tu ne veux pas que cette agréable discussion tourne au calvaire, il va falloir que tu cesses de te foutre de ma gueule. Quand on fait un peu de marché noir, comme toi, on a besoin de complices, de passeurs, de gens de confiance. Quand en plus ces derniers ont une cousine qui habite en zone rouge, Il y eut un silence pendant lequel Paul Crow fixa Gendre. On eût dit que le prisonnier faisait un effort de mémoire. C'est vrai. J'ai pris contact avec Mireille car je voulais qu'elle transporte des choses pour moi. Des choses en provenance de Suisse. Comme elle avait de la famille en zone rouge, une cousine, je crois. J'ai pensé qu'elle ferait une bonne recrue. Gendre laissa à son collègue le temps de retranscrire ses propos. Pendant près d'une minute, le seul bruit qu'on entendit fut le clic des touches de la vieille machine à écrire. bien, maintenant, pourquoi as-tu voulu t'en débarrasser? Pourquoi j'ai voulu... Oui, pourquoi l'as-tu assassiné? Je n'avais plus confiance. J'ai eu peur qu'elle me trahisse. Ouais, elle voulait arrêter et t'as eu peur qu'elle te balance. Tout à fait, commissaire. On frappa à la porte et après que Gendre l'y eut invité, un autre policier en civil fit son entrée dans la pièce et vint glisser quelques mots à l'oreille du commissaire. Ce dernier se leva sans prononcer la moindre phrase et quitta la pièce. Par le simple franchissement de la porte, Gendre se métamorphosa. De tyran, il devint soumis. De maître, il passa esclave. De courageux, il se fit pleutre. Dans son bureau l'attendait le colonel von Greifendemmler. Combien de mots sucrés, combien de révérences le policier fit-il? Impossible à compter. Mais le SS ne s'en rendit que plus méprisant. Quand Gendre pénétra dans la pièce, l'Allemand était assis au bureau, lisant, comme si c'était à lui qu'il était adressé, un rapport quelconque sur lequel le commissaire travaillait précédemment. Naturellement, le Français ne s'en offusqua pas. D'ailleurs, dès son arrivée, Greifendemmler referma le dossier et le jeta négligemment sur le bureau. Vous avez arrêté Paul Crow? Demanda le SS sans autre forme d'entrée en matière. Oui, monsieur, et je pense que cette affaire est Où est-il? dans le bureau à côté, et j'étais en train de... A-t-il reconnu les faits que vous lui reprochez? Le meurtre de Mireille Vautier? La question, sans aucun doute, accassa von Greifendemmler qui soupira, fit une grimace mais ne répondit pas. Oui, monsieur. Balbutia Gendre, mis très mal à l'aise par cette réaction. Nous étions en train de recueillir sa déposition et... Il a reconnu les faits. Insista l'Allemand visiblement surpris. Oui? Le SS se leva et s'appuya sur le bureau. Il parut prendre un instant dans ses pensées et Gendre n'osa pas le déranger, C'est du bon travail, commissaire. déclara-t-il ensuite sans conviction. C'est du bon travail. Merci, monsieur. Il se passa à cet instant une chose étrange et impossible à comprendre. Le doute changea de camp. La révérence prit un autre allié. Le hautain SS et le lèche-bot policier disparurent ensemble et sans explication. Vous a-t-il expliqué pourquoi et comment? Oui, Répondit Gendre beaucoup plus à l'aise maintenant. du moins, le pourquoi. Le policier fit le tour du bureau et vint saisir le dossier de sa chaise. Vous permettez? Demanda-t-il à Greifendemmler qui se déplaça aussitôt pour laisser la place au maître des lieux qui s'installa à son bureau avant de continuer. Oh, cela n'a pas été très difficile, tout était si évident. Évidemment, dites-vous. Oui, nous avions tellement d'éléments concernant cette affaire. Les témoignages de M. Malin, la lettre de la victime adressée à son ami, et mon flair de flic, qui, sans vouloir me vanter, a toujours été ma meilleure arme. Votre flair de flic. Répéta le SS qui visiblement ne se trouvait plus dans la pièce que de manière physique. Oui, Le policier esquissa un geste, prêt à se lever, mais l'Allemand l'arrêta d'un mot. Attendez, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, je veux l'interroger moi-même. Hans
Franz von Greifendemmler était un homme qui avait l'habitude d'être craint. Il y avait sa carrure, son uniforme, sa situation sociale, mais pas seulement. Tout petit déjà, il inspirait la peur chez ses camarades par des regards qui ne laissaient planer aucun doute sur sa détermination et par une dureté qui émanait de lui comme les rayons émanent du soleil. Pour beaucoup, inspirer naturellement une telle antipathie eût été un handicap. Pas pour Franz. Il en éprouvait une sorte d'ivresse malsaine, comme un alcoolique sur le point de mourir de son vice. Quand quelqu'un n'entrait pas dans son jeu pervers, c'était sa personne tout entière qui s'écroulait et laissait place à un bébé tout nu, abandonné au milieu d'une rivière. Lorsque le SS franchit la porte du bureau où il se trouvait, Paul Cros n'eut pas peur de lui. Alors que le milicien et le policier qui étaient restés dans la pièce se dressaient d'un bond dans une sorte de garde-à-vous instinctif, le prisonnier ne jeta qu'un bref regard sur le nouveau venu. Alors que les deux fonctionnaires laissèrent paraître sur leur visage les marques d'un malaise et d'une tension palpable, le prisonnier tendit ses jambes et soupira avec ennui. Il joue un rôle, pensa le SS. Mais c'était trop tard, le tout était là. Le bébé abandonné sur la rivière commençait déjà à pleurer. « Levez-vous » hurla l'Allemand. Le milicien tressaillit, le policier sursauta. Cros s'exécuta avec une lenteur provocante. « Votre nom, Paul Cros. votre adresse. » J'ai déjà donné tous ces détails à votre collègue tout à l'heure. Est-on vraiment obligé d'en repasser par là ? Le milicien et le policier se sentirent défaillir. Le premier s'appuya contre le mur pour ne pas tomber, le second préféra s'asseoir. Greifendemmler, qui tournait le dos au prisonnier jusque-là, se retourna lentement pour s'assurer que celui qui avait osé lui parler ainsi avait bien une réelle existence physique. En croisant le regard sans émotion de Paul Cros, il se sentit un peu perdu. Ses armes habituelles étaient sans aucune efficacité. Il y eut donc un silence. « Bien. Ainsi, vous avez tué Mireille Vautier ?»« Oui. » Comment ?» Cros ne répondit pas à son interlocuteur, comme si c'était ce dernier qui devait répondre. « Comment ?» insista le SS. « Dans la forêt. » « Je ne vous ai pas demandé où. » Cros se tut et toisa de nouveau l'Allemand, comme pour lui rappeler qu'il n'avait pas peur. Alors le bébé abandonné sur la rivière fit ce que font tous ses congénères en pareille situation. Il se mit à hurler. « Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Si je claque les doigts, vous êtes mort. » Cros eut un léger sourire. Provocation extrême, humiliation sans nom, que le SS lava d'une fabuleuse gifle d'un revers de main dans le visage du prisonnier. Ce dernier tourna la tête sous la violence du choc, mais n'eut aucune autre réaction. Il reprit sa position habituelle, regardant droit devant lui, ignorant celui qui venait de le frapper. Le SS recula et prit quelques secondes de réflexion. Il se tourna alors vers le policier et le milicien et leur ordonna de sortir. Ils s'exécutèrent avec soulagement. Dans la pièce voisine, ils furent accueillis par Gendre, qui les couvrit de questions. Les deux hommes contèrent avec moult détails les scènes qu'ils venaient de vivre, et Gendre sut que l'Allemand allait tuer le Français. Il hésita à intervenir, mais ne fit pas le pas. Il attendit que le SS sorte de la pièce. Pendant une demi-heure, Gendre ne se posa qu'une question. Avait-il eu la bonne intuition ? Greifendemmler allait-il tuer Cros ? Aucun bruit ne sortait plus du bureau. Pas de cris, ni du bourreau, ni de la victime, et ce silence n'était pas naturel. Les policiers étaient retournés à d'autres tâches, et seul le commissaire demeurait devant la porte en la fixant des yeux, attendant le dénouement. Il n'y avait rien là de malsain dans l'attitude de cet homme habitué à la servilité vis-à-vis de l'occupant. Simplement, une bribe de moralité, une bribe de remords et un doute sur la bienveillance du camp qu'il avait choisi. Il y eut alors un bruit claquant qui résonna dans tout l'immeuble, et sans aucun doute au-delà. Toute fille parut s'arrêter net dans le commissariat. Plusieurs hommes accoururent. Cela venait du bureau où Greifendemmler interrogeait Cros. L'un des policiers voulut entrer, mais Gendre le stoppa d'un geste de la main. Il ne savait que trop bien ce qui venait de se passer. La porte du bureau s'ouvrit lentement et le colonel SS en sortit, tenant son Luger à la main droite. Il rangea calmement l'arme et s'immobilisa face aux personnes présentes qui semblaient attendre une explication sur ce qui venait de se passer. Le prisonnier a tenté de s'enfuir en sautant par la fenêtre. J'ai dû l'en empêcher.
Il repartit en direction de la sortie du commissariat et tous ceux qui se trouvaient sur son chemin s'écartèrent sans mot ni hésitation. Avant de quitter les lieux, von Greifendemmler lança l'intention de gendre. Vous me débarrasserez du cadavre et considérerez que l'affaire Foutier est classée. Gendre prit une grande respiration. Il avait perdu de sa superbe. Son costume très classe, taillé sur mesure, semblait devenu trop grand pour lui. Même la francisque, qui brillait au revers de son veston, paraissait plus terne. Il était légaliste, il l'avait toujours été, mais il n'était pas entré dans la police pour couvrir ce genre d'agissement. Dans le bureau, le cadavre du pauvre Croc se vidait de son sang par une blessure située à hauteur de la poitrine. Il avait été abattu de face, presque à bout portant, et la fenêtre se trouvait à 2 mètres au moins derrière lui. Impossible qu'il ait pu tenter de fuir par là. Tout cela n'avait été qu'une exécution sommaire. À suivre.